Un jour, une passion. Un jour, une passion. Un jour, une passion. Un jour, une passion. Une passion, un jour, une passion. 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 Salut à tous, c'est Laurence Camilleri pour la rubrique Un jour, une passion. Je suis reporter citoyenne pour Citizen Light. En décembre 2022, j'avais rencontré l'incontournable architecte du vivant, Emmanuel Coste. En quelques décennies, son nom est devenu le label de l'éco-habitat. Emmanuel Coste allie le bon sens avec l'innovation. Un seul objectif pour lui, moins consommer. Après plus de 30 années à concevoir des piscines et des centres aquatiques, Emmanuel Coste est né d'une vision d'un appel à changer notre regard sur l'eau, avec sa structure holistique, ou simplement de retrouver ce lien magique qui relie l'homme et le vivant. L'eau en est le fil conducteur. Je le rencontre à nouveau chez lui, dans les Alpes de Haute-Provence, où il a transformé sa piscine chlorée en un bassin d'eau naturelle, redynamisé. Il va nous en parler tout de suite. Depuis 2 ans, je n'ai pas trop changé, mais bon, on va quand même rappeler un petit peu. Donc, je suis Emmanuel Coste, je suis architecte et tout mon parcours d'architecte, ce qui m'a guidé, c'est l'eau. En fait, l'eau m'a accompagné, puisque j'aime souvent raconter que j'aurais bien aimé être plongeur sur la Calypso quand j'étais enfant et que finalement, je me suis retrouvé architecte pour construire des piscines et des centres aquatiques publics. Et depuis maintenant 4-5 ans, j'œuvre au travers d'une structure qui s'appelle Holistique. Ça s'écrit O comme l'eau, O holistique, E-A-U, holistique, qui crée des espaces de vie autour de l'eau. Très bien, donc aujourd'hui on se retrouve chez toi, il y a eu du changement. Donc il y a ce bassin qui est juste énorme, est-ce que tu peux nous le faire découvrir en direct? Je le découvre en même temps que vous. Donc je t'écoute, on va faire une petite visite. Ce bassin il est tout nouveau, il a été terminé, il est même en cours de finition sur les petits détails. Et en fait, en arrivant ici, il y avait une piscine 10 par 5 comme on trouve régulièrement, une piscine traitée au chlore de manière classique, et tout de suite j'ai eu envie de la transformer en bassin naturel. Alors en même temps, moi dans tout ce que je fais, j'aime bien expérimenter, et là je me suis dit comment dans une piscine, dans un circuit fermé, on pourrait recréer une eau vivante qui va s'auto-gérer, on va dire, par différents artifices, déjà par la construction du bassin. On voit que ce bassin il a des formes particulières, il a une forme qu'on appelle... J'avais pas vu à l'intérieur. Voilà, il y a des symboles au fond, et surtout cette forme d'amande qu'on appelle la mandorle, qui est une forme sacrée, qui a été dessinée au nombre d'or. Ça c'est quelque chose d'important parce que l'eau est en vibration, tout ce qu'on va envoyer en conscience à l'eau, dans les mesures, dans les dimensions, dans les positionnements des éléments, dans le choix des matériaux aussi. Donc là on a un bassin qui est essentiellement en pierre, parce que l'eau aime bien vibrer avec la pierre, elles sont de la même nature originelle, et elles vibrent ensemble. Donc là c'est essentiellement de la pierre. Toute la partie jointoiement qui a été fait avec du béton, mais c'est un béton particulier dans lequel on a mis un adjuvant qui permet de rendre ce béton biodynamique, donc de changer sa vibration aussi. Voilà, donc tout ça a été fait en conscience, et on a une eau qui a une qualité assez incroyable, et un rayonnement sur le lieu qui est assez particulier. Moi, je m'en rends compte au jour le jour, mais ce qui est étonnant, c'est quand j'ai des amis qui viennent semaine après semaine, et ils me disent « Ouah, mais les plantes, comme elles poussent vite !» Et c'est vrai que je l'avais déjà remarqué dans un autre lieu qui était fait un peu avec un bassin du même type, les plantes poussent 2 fois plus vite. Donc c'est là qu'on peut se poser des questions sur le message de l'eau et cette relation particulière qu'il y a d'une manière globale avec tout le vivant. Voilà, les plantes, là, il y a des nénuphars, on a des plantes filtrantes, des iris, qui vont jouer un rôle de filtration et d'interaction avec le bassin. Tout a été calculé au nombre d'or, donc les vortex, ils ont une proportion au nombre d'or. Donc on a ce vortex dans un tube. On peut regarder en passant le deuxième, puisqu'on passe devant. Ah, là, je pensais que c'était un petit puits. Ouais. Ah ben ça pourrait, mais non, ce n'est pas un puits, c'est un vortex immergé. Donc on a une structure qui a été faite toute en pierre. Non mais c'est magnifique. Et donc l'eau est aspirée avec une certaine
avec des aspirations sur les côtés, on a généré ce vortex. Et il est fin, il est magnifique. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, ici un petit peu. Mais là, ça donne juste envie de se mettre ici, dans cet espace. Mais voilà, il faut imaginer que voilà, l'eau en passant là se réinforme. Elle prend en plus la formation des pierres. Donc les pierres, tu as mis des pierres un petit peu spéciales, Emmanuel? J'ai choisi au maximum des pierres locales, parce que voilà, on pouvait être tenté d'aller chercher des granites d'Espagne et autres. Donc j'ai cherché des pierres locales, vraiment dans un périmètre on va dire au maximum de 40 km autour du lieu, parce que dans ce lieu, voilà, l'eau va vibrer avec sa vibration originelle du lieu. Donc ça a été choisi comme ça. Donc ce vortex-là qui est immergé, donc là il fait à peu près 1,50 m de profondeur. Et le deuxième vortex qui est lui plutôt aérien, on va dire, qui est dans un tube transparent. Et donc là pareil, on a une information. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le mouvement du vortex et en plus il y a la captation du soleil. Donc on peut imaginer que le soleil, par l'intermédiaire de la vitre, va transmettre aussi une information. Ah, puis il y a le bruit quoi aussi. Le bruit, le bruit d'aspiration. On a envie de plonger là-dedans, voilà. D'être aspiré par le vortex pour aussi déprogrammer un petit peu les choses à déprogrammer. C'est magnifique. Elle est poussée dans le vortex, donc elle monte, et par le trou du milieu, elle retombe dans le bassin en fait. Donc c'est une forme naturelle. Donc tout arrive dans ce bassin avec une information de vie. Oui, voilà. C'est-à-dire que quand tu te baignes, là c'est limite... On est dans un bain de jouvence. Un bain de jouvence. Tu m'as dit qu'il y avait 4 moules pour cette cascade symphonie dans le monde. C'est juste énorme au niveau du dessin, quoi, de la forme. C'est très féminin. Ouais. C'est un chercheur anglais qui a travaillé sur l'eau et sur tous les mouvements de l'eau, donc John Wilt. Et donc ils ont un collectif de chercheurs qui travaillent sur ces formes dynamisantes de l'eau. Alors ce qui est assez drôle pour moi, c'est qu'il y a, on va dire peut-être il y a une trentaine d'années, j'étais en voyage d'études sur les écoquartiers aux Pays-Bas et en Allemagne, et j'ai vu une cascade comme ça. Et je me suis dit, mais ça c'est quelque chose dont je rêve. Donc là, je réalise un rêve de jeunesse, on va dire, en réalisant cette cascade ici. Et elle a été réalisée par mon ami Jérémy Ponce, donc qui réalise ces cascades. Donc il l'utilise à la fois pour des bassins, mais aussi pour le vin. Donc il sert à faire passer du vin et le dynamiser de la même manière. Et dans l'agriculture, donc c'est énorme parce qu'on se rend compte que cette eau dynamisée, elle est énormément appréciée par l'agriculture et les animaux. D'ailleurs, je suis étonné, enfin même on va dire ça ne m'étonne pas, mais je suis rassuré en voyant que mon chien vient boire dans le bassin. Et il ne boit même pas dans sa gamelle. Il sort, il vient boire dans le bassin. Donc l'animal ressent que cette eau est bonne pour lui. Tout à fait. On sent ici que tu es en train de réconcilier l'information de l'eau avec l'ambiance qu'il y a tout autour aussi, parce qu'on est dans un environnement assez protégé quand même. Oui. Et ça permet de donner aussi une autre ambiance. Souvent, moi, on me disait que quand on crée des espaces de vie comme ça, eh bien, c'est vrai qu'il y a vraiment une harmonie qui se crée. Oui. Tout à fait, mais c'est vrai que je suis moi-même étonné comme j'ai reçu un appel pour faire ce bassin. En fait, c'était quelque chose de plus fort que moi. Là, j'ai failli reporter le chantier parce que j'avais plein de choses à faire à côté. Et j'ai ressenti encore un appel très fort avec des synchronicités qui se sont présentées. Et je me suis dit vraiment, il faut que je le fasse. On pourrait dire que l'eau s'infiltre dans ta vie de plus en plus. Et est-ce qu'elle te parle ? Ah ben c'est évident. Ça, c'est évident que l'eau me passe des messages régulièrement. La nuit, le jour, elle est présente dans ta vie. Elle est présente avec moi. Et je communique avec elle très régulièrement. Elle me racontait que j'ai recréé un torrent de montagne en circuit fermé. Donc comment ça fonctionne, on peut rentrer un petit peu dans le détail. Il y a cette cascade qu'on entend et qu'on voit surtout. Cette cascade, c'est quelque chose d'extraordinaire, on va dire, de très rare, puisque elle a été réalisée par un de mes amis qui s'appelle Jérémy Ponce, qui a un moule pour cette cascade. Elle s'appelle Symphonie et elle a été mise au point par un groupe de recherche et notamment un Anglais qui s'appelait John Wilkes qui a travaillé sur ce qu'on appelle des vasques vives. Et on remarque que l'eau dans ces vasques prend un mouvement particulier qui rappelle le battement cardiaque. On appelle ça le cœur du hanneton parce qu'on a cette série de vasques qui font que l'eau est pompée et régénérée. Et on ressent vraiment que l'eau est joyeuse dans cette cascade. Elle reprend
à chaque passage dans la cascade, elle reprend de la vie et elle se dynamise. Donc ça c'est important parce que cette partie-là, c'est dynamiser l'eau et faire en sorte qu'elle soit toujours oxygénée et qu'elle reprenne des bonnes énergies. Les autres éléments qui composent le bassin, d'un point de vue filtration, on va dire, c'est des vortex. Le vortex, c'est un élément très important. Les vortex sont partout dans la nature. On les trouve dans le cosmos d'abord, parce que les galaxies, c'est des vortex. Tout à fait. On le trouve quand on vit dans un lavabo, il y a un vortex qui se crée. Les vortex sont très importants parce qu'ils vont être porteurs de l'information de l'eau. Donc l'information, c'est information ou désinformation. Donc là, le but, c'est de passer cette information à l'eau et en permanence lui rappeler qui elle est. Et que cette eau, elle vient du cosmos, puisqu'on sait très bien que l'eau vient des étoiles aujourd'hui, elle vient des étoiles, elle se pose sur Terre délicatement, régulièrement, et c'est les arbres qui la transmettent à la nature. Donc c'est important, d'ailleurs, on a parlé des plantes, c'est important de parler de la relation étroite qu'il y a entre les arbres et l'eau. Lorsqu'on coupe une forêt, on intervient sur l'eau et on va appauvrir le territoire en eau. Les arbres sont des porteurs de l'eau entre la mer et la montagne. Donc dès qu'on interrompt une lignée verte, l'eau va s'interrompre et les nuages ne vont pas aller jusqu'à la montagne. Donc aujourd'hui, je vais être un petit peu dur, mais de couper des forêts pour mettre des panneaux photovoltaïques, c'est une attaque à l'eau. Bon Emmanuel, on va parler un petit peu d'actualité. Donc tu as ce combat en fait que tu mènes par rapport au chlore. Et je crois que tu es un des seuls en France à essayer de mener ce combat. Donc est-ce que tu peux nous en parler et nous donner aussi l'actualité sur cette mainmise sur l'eau, sur la privatisation de l'eau? Alors c'est vrai que le combat principal il est lié à mon activité d'architecte, puisque c'est les piscines et les centres aquatiques publics qui habituellement sont traités avec du chlore. Et donc j'ai découvert qu'on pouvait les traiter autrement, avec une eau vivante, avec un traitement qu'on appelle biominéral. Donc on n'est plus du tout avec un traitement avec les roseaux, les plantes, etc. Ici on a fait quelque chose de très naturel, mais pour des piscines publiques, ce serait quand même compliqué de maintenir cette eau. Quoique j'espère bien ouvrir la porte et faire en sorte que ce système-là puisse être porté un jour dans des bâtiments publics. Mais pour l'instant, quand on veut garantir une qualité d'eau, on a des systèmes qui ont été étudiés par des scientifiques qui ont mis au point un procédé avec un certain nombre de bactéries qui vont transformer l'eau, et puis il y a une lampe UV qui stérilise l'eau. Il faut savoir qu'il y a une différence entre une piscine chimique, qui d'ailleurs d'un point de vue juridique est appelée piscine, et lorsqu'on est en bio, on appelle ça une baignade artificielle. Bon, c'est un peu inversé. C'est un peu inversé, effectivement. Mais bon, c'est dans le décret d'avril 2019 qui a défini cette catégorie de baignade, baignade artificielle en circuit fermé, donc avec une filtration. Et donc ce procédé, on l'a mis en œuvre à Montreuil, donc à la piscine des Murs à Pêche, depuis 2016 sur le bassin extérieur. Et ça fonctionne parfaitement bien, on a des relevés d'analyse qui sont super bons. Et là on a ouvert récemment la piscine d'Amboise en Touraine, qui est la première piscine fermée, chauffée avec ce système. Donc là c'est intéressant parce qu'on peut chauffer l'eau à 28 degrés et se baigner dans une eau qui est naturelle. Et là en Amboise on a des retours incroyables de la population. Les gens disent mais c'est génial, on n'a plus du tout les yeux qui piquent, on se baigne dans un lac en fait. Et... Tu me parlais d'obstacles tout à l'heure, donc en voyant ça, tu as quand même 2 prototypes, c'est même plus des prototypes maintenant. Ouais, sachant qu'il y en a d'autres, parce que dans d'autres pays, il y en a qui fonctionnent. Qu'est-ce qui bloque en fait? Alors, je dirais que ça se multiplie. Ouais, aujourd'hui, les services sanitaires français qui font leur travail, parce que c'est des gens très compétents, des experts qui travaillent sur l'eau, nous demandent d'avoir plus de preuves scientifiques. Mais les preuves scientifiques, on les a amenées. Et ce que m'explique mon associé, qui est vraiment docteur en chimie de l'eau, donc c'est un des grands spécialistes européens de l'eau, il explique qu'aujourd'hui, toute la problématique, c'est la manière dont on va mesurer la pollution dans l'eau. Et notamment sur les staphylocoques par exemple, qui est le mot qui fait peur, staphylocoque, mais staphylocoque, tout le monde en a dans le nez. Donc je veux dire, à la limite, on prend son bain et quelqu'un vient dans le bain après, il sauve des staphylocoques. Bien sûr. Donc les staphylocoques, ils sont dans les rivières, dans la mer. Donc aujourd'hui, on mesure les staphylocoques, alors que dans d'autres pays européens, ils ne mesurent pas les staphylocoques sur une eau naturelle parce que ce n'est pas le sujet, on mesure d'autres paramètres. Et on pourrait dire qu'en France, on peut le mesurer dans la mer. La mer, en moment d'affluence au bord de la mer, si on mesure, c'est une catastrophe. Sanitaire. Oui, d'ailleurs, des fois, c'est interdit la baignade aussi. Voilà, mais donc il faut aujourd'hui imaginer qu'on change de paradigme, qu'on revient à un paradigme du vivant et qu'il faut revoir les paramètres de mesure, de quantification de la fréquentation, etc. Donc là, on a heureusement ce décret qui nous permet d'ouvrir des piscines,
Mais depuis déjà 3 ans, on a fait des études énormes pour pouvoir autoriser d'augmenter la fréquentation, mais même de manière expérimentale. Mais d'ailleurs, le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, nous avait fait un courrier en disant qu'il autorisait qu'on passe avec France Expérimentation, qui est un organisme de l'État interministériel qui permet d'expérimenter des nouvelles approches sanitaires pour la population. Alors sachant qu'il y a cet aspect sanitaire, alors d'ailleurs c'est amusant parce que je me rappelle lors d'une réunion, j'arrive au rendez-vous avec cette difficulté de faire comprendre qu'il faut changer le paradigme, et un des élus me sort un rapport, c'était l'année dernière, donc en 2013, le 14 février 2013, je me rappelle de la date. Il y a le journal Le Vidal, qui est la référence des médecins, qui a sorti un rapport de 4 pages sur tous les effets toxiques du chlore sur la santé. Et avec, c'est pas que les bronchites, les problèmes de peau, etc. C'est des maladies endocriniennes, des cancers, etc. L'infertilité des garçons. Ça, on le sait pas. Mais non, on ne le sait pas, on ne le dit pas. Ben merci d'intervenir. Donc ça, c'est pour les nageurs. Et il y a aussi, alors mon deuxième, on est 3 associés pour Holistique. Mon autre associé qui est Aldrich Singer, qui a pendant 30 ans géré les piscines de la métropole Aix-Marseille. Il me disait qu'il y a énormément de maladies du travail à cause du chlore. Le personnel de piscine. Ça, c'est recensé. Il y a des chiffres officiels. On ne veut pas le dire. Et les gens, au bout d'un moment, ils sont dans un placard parce qu'ils ne peuvent plus aller dans une piscine. Donc ça, il faut le dire aujourd'hui. Et pour finir avec les piscines, l'eau qu'on rejette, parce qu'il faut savoir que dès qu'on fait ce qu'on appelle un contre-lavage de filtre, on rejette une quantité d'eau dans la nature. Cette eau, elle détruit tout le vivant derrière, de manière subtile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chlore, ça a été un peu déchloré, mais il y a quand même du chlore, et ça va détruire dans les nappes tout. Ça va détruire les mycorhizes, tout ce qui est dans les nappes. Tout ce qui permet d'être vivant. Donc aujourd'hui, on aimerait être écoutés et qu'on puisse nous laisser faire l'expérimentation, et qu'on confirme que ça marche, parce qu'on est convaincu que ça fonctionne, et que la population sera hyper contente de nager dans l'eau. Bien sûr. Biologique. Mais c'est une responsabilité de chacun. Connaissant après cette information, ça veut dire aussi attention où on amène nos enfants se baigner. Donc c'est compliqué aussi. Mais en même temps, c'est une information qui est importante et c'est vrai qu'il faut la saisir. Donc toi, tu mènes ce combat avec ton associé, donc vous essayez là de faire quoi là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On est 2 associés à Holistique. Alors il y a Holistique et puis il y a mon agence d'architecte, l'agence Cost. Effectivement, comme tu l'as dit, on est les seuls architectes, enfin on n'est plus les seuls maintenant. C'est ça qui est super, c'est qu'on a été les seuls pendant plusieurs années, pendant très longtemps. On se sentait un petit peu seul et là je suis super content parce qu'il y a 2 autres agences d'architectes qui font des projets avec du biominéral. Donc il y a la piscine de Pontarlier qui va mettre du biominéral. Génial. Et une piscine à Néris-les-Bains qui va mettre du biominéral avec 2 autres architectes. Et nous, on a plusieurs projets en cours. Donc on a la piscine en Montreuil qui fonctionne, Bellebeuf qui est à côté de Rouen qui est terminée, Amboise qui fonctionne, et il y a Coudekerre qui est en cours de chantier, et il y a Grenay qui est une petite piscine d'apprentissage. C'est plutôt dans le nord de la France quand même tout ça. Là après, on pourrait très bien le faire dans le sud, mais c'est une histoire peut-être de mentalité qu'il faut faire bouger plus vite. Ici il y a la mer aussi, il y a les lacs, il y a les rivières. On avait un grand projet à Sisteron. Ah oui, tout à fait. Et je me rappelle que le maire et président Daniel Spagnou m'avait accueilli, avait dit que c'était important pour Sisteron d'avoir un projet en bio sur un territoire d'eau comme Sisteron. Il y a des rivières partout, des cascades. C'est super important. Pour l'instant, c'est en cours de discussion, c'est ça? Il y a eu quand même des réticences de nouveaux élus. Moi, j'en veux un peu parce que le projet était bien parti. Ça bloque au niveau des élus, en fait. Alors, moi, je suis, comme je te le disais quand on en parlait tout à l'heure, je suis souvent étonné parce que ces projets sont très bien accueillis par les femmes quand elles sont élues. Et quand ça passe entre les mains d'hommes, parfois il y a des réticences derrière. Bon, je ne généralise pas, mais c'est ce que j'ai constaté. Mais ceci dit, les projets qui sont en cours, c'est des projets portés par des hommes. À Amboise, c'est un président qui a porté ça. Bellebeuf, c'est Monsieur Leroy qui est un élu de plus de 80 ans et qui porte le projet. Et qui sait que quand on parle avec Monsieur Leroy, il dit « mais moi je veux faire une piscine pour l'avenir et pour l'avenir de nos enfants ». Et c'est quand même fabuleux. Ça dépend peut-être du lien qu'on a avec l'eau aussi. Peut-être, oui. Et son histoire personnelle, effectivement. L'histoire personnelle et puis l'histoire de gros sous aussi, sûrement encore une fois derrière par rapport aux piscines. C'est peut-être. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est quand même très intéressant par rapport au chlore, c'est que ce système biominéral est en train d'être acheté par la société, la plus grosse vendeur de chlore en France, qui s'appelle OC10, qui équipe toutes les piscines de particuliers avec du chlore. Donc il y a une vraie prise de conscience de cette société que je remercie parce que voilà, ils ont pris conscience qu'il fallait faire autrement. Et ils me disent le chlore c'est fini, le chlore c'est pas l'avenir. Le chlore c'est voilà, on va passer à autre chose. C'est pas l'avenir au niveau du chiffre ou c'est pas l'avenir au niveau de la santé? Est-ce qu'ils arrivent à prendre conscience aussi de tout ça? Alors peut-être que c'est le chiffre qui va les motiver au départ. Parce que du coup ça coûte plus cher quand même d'avoir une piscine. Je crois vraiment pour avoir échangé avec eux qu'il y a une conscience et d'ailleurs
ils ont au sein de leur équipe une ancienne nageuse qui s'appelle Esther Baron, qui est de Manosque d'ailleurs, et qui a été ancienne championne de natation, et qui est elle porteuse de ces valeurs, et de dire qu'en tant que nageur, ils ne veulent plus nager dans du chlore. Hein. Ils ont souffert dans leur carrière du chlore, ils ont effectivement... Ils ont souffert de quelle façon? Physiquement? Ils ont eu des maladies, des problèmes de... La peau cramée, les bronches cramées par le chlore, et donc souvent, à 22 ans, ils sont cuits. Hein, donc, mais ça, on n'en entend pas parler non plus. Donc c'est... Voilà, ça nous amène tout droit aux JO. Les JO, il y a une... 2024, oui, ça y est, on y est. On y est, avec une piscine cathédrale qui a été construite dans Paris pour certaines compétitions. J'avais en amont, très en amont, il y a déjà quelques années, j'avais dit que quand même Paris devait être exemplaire avec une eau biologique dans les bassins. Je n'ai pas été écouté, donc on est parti sur des traitements chimiques. De la même manière, il y a tout le sujet de la nage. C'est polémique, parce qu'il disait que finalement, comment on peut contrôler un bassin sur la Seine alors que le reste est pollué, là où on en est finalement de cette histoire. Alors c'est vrai que sur la Seine, pareil, on s'est intéressé au sujet avec Holistique, puisqu'on avait des solutions de traitement biologique de la Seine, y compris les baignades qu'ils envisagent à mettre dans des baignades flottantes. Paris-Plage. Aujourd'hui, avec Holistique, on a créé un procédé qui est unique au monde, qui est de traitement biologique d'une zone de baignade en milieu naturel. Donc on peut créer une zone délimitée. Et comment tu la délimites? On a limite avec des systèmes flottants, et on a aussi un fond et des parois qui sont perspirantes, on va dire l'eau passe un petit peu à travers. Et en fait, on traite avec des unités de filtration biologique l'eau du milieu naturel, et on l'envoie dans la zone de baignade, et on la pousse à l'extérieur. Et là, on est les seuls aujourd'hui, donc c'est avec mon associé Frédéric Louisy qu'on a mis au point ce procédé, et on a ce système-là. Et à grande échelle, on pouvait le proposer pour la Seine et pour Paris, et traiter la Seine sur une zone où on nageait, on savait le dimensionner pour ça. Et ça n'a pas été entendu. Non. Et au lieu de ça, ils ont mis, je crois, 90 millions d'euros pour faire une cuve en béton pour stocker les surplus d'eau de la Seine. Donc on marche à l'envers et on fait n'importe quoi. Et on continue de marcher à l'envers. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'eau a la capacité en fait, de se régénérer aussi toute seule? Est-ce qu'elle a besoin qu'on soit alliés? Est-ce qu'elle a besoin de nous, en prenant cette conscience de cette eau vivante et d'aller vers elle et de justement réparer un petit peu tout le désastre qu'a fait l'homme, en créant justement, même chez soi, peut-être dans un appartement, des petits milieux où l'eau, elle reprend vie, j'allais dire, ou est-ce qu'elle a la capacité elle-même, dans des milieux naturels, de se recharger, d'avoir justement cette bonne information? Alors, je pense que ça serait prétentieux de dire que l'eau a besoin de nous, parce que c'est plutôt nous qui avons besoin d'elle, mais le truc c'est qu'il faut arrêter de se dissocier surtout. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes l'eau, donc tout à fait. Ou comme dirait Pierre Rabhi, l'eau que nous sommes. Donc voilà, on est l'eau. Donc aujourd'hui, il y a déjà, première chose, c'est une conscience que l'eau est un organisme vivant à part entière. Et d'ailleurs, je constate que dans certains collectifs de travail sur l'eau, notamment j'avais lu dernièrement sur le travail sur le Rhône, l'eau est à la table des discussions en tant que personne. Il parle à l'eau en tant que personne. Et c'est une personne vivante. Voilà, c'est une avancée, une percée. Mais les peuples premiers, notamment, je m'étais beaucoup intéressé aux Kogis qui ont beaucoup travaillé sur l'eau, ils la considèrent vraiment comme une personne. Et je me rappelle, moi, avoir fait une conférence où j'avais commencé en mettant une photo d'eau et j'avais dit « Saluez, c'est votre grand-mère ». Mais l'eau, c'est nous, il faut... sans eau, il n'y a pas de vie. L'eau, c'est la vie. Voilà, dès qu'il y a de l'eau, d'ailleurs, on voit que les plantes, elles poussent. Sans eau, nous, on meurt, de toute façon. Donc oui, effectivement. Donc c'est déjà, moi, ce qui m'appelle vraiment, c'est de la considérer. C'est prendre conscience de ça. Reprendre contact avec elle, ce lien. C'est pas quelque chose de neutre, de mercantile qu'on achète au robinet, qu'on ingère, qu'on boit, qu'on met dans l'eau des pâtes et tout ça. L'eau, il y a un vrai respect de l'eau. Et elle est capable de passer de différents états, de passer encore une fois dans l'eau des pâtes et d'aller à l'égout après, mais il faut l'accompagner dans ce chemin. Et ça, c'est très important. Donc bon, ça peut être un peu perché, mais moi, c'est quelque chose que je ressens. Et donc, dans les piscines, c'est le cas. Et dans l'eau potable, c'est le cas aussi, puisque l'eau potable, aujourd'hui, il y a vraiment différentes problématiques. À la fois de ce qu'on appelle les polluants universels, donc les PFAS, on en parle beaucoup aujourd'hui, et c'est quelque chose de gravissime. Alors les PFAS, c'est des polluants imperceptibles, donc là ça va faire peur un peu à la population parce qu'on ne peut pas les filtrer. Ah carrément. Non. Ah oui, donc c'est dangereux alors, c'est hyper vicieux, c'est invisible en fait. C'est invisible, il n'y a aucun filtre qui les filtre. Donc on a appelé nous une petite série Les Guerres Invisibles, on pourrait dire que ça rejoint un petit peu par le moyen de l'eau. Donc c'est quoi? Donc pardon, je t'ai coupé. Donc ça serait... pour faire le parallèle, j'ai le revêtement qui sert à faire les poils Tefal, on dit la marque Tefal, mais c'est l'anti-adhésif. Anti-adhésif, oui, qu'on voit partout. Donc c'est un matériau à base de chlore, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce matériau qui est invisible, qui sert à faire que
un film étirable où une poêle invisible ne colle pas aux aliments. Il y a ce matériau dedans, et ce matériau, on le retrouve dans l'eau. Et il est de manière microscopique. Donc, mais pourquoi on le retrouve dans l'eau? Parce que ça traite l'eau, parce que ça traite l'eau, parce que c'est des déchets qui sont rejetés. C'est des déchets qui ont été rejetés. Donc toutes les industries qui ont fait des montagnes de stockage en disant l'air de rien, on fait une montagne et on met de la terre dessus, et ben, ça s'est infiltré dans les nappes et on le retrouve partout. Donc il y a une commune, là, il y a un très bon reportage sur Arte qui en parle très bien. Il y a une commune, c'est Rumilly, je crois, qui est à côté d'Annecy. Ils n'ont plus d'eau potable. Ils n'ont plus d'eau potable. Toutes les sources sont abondantes, mais ils ne peuvent plus la boire. Donc ils sont reliés sur Annecy pour s'alimenter en eau. Et aujourd'hui, les PFAS, on en parle partout. Le territoire du nord de la France et de l'Europe, c'est rouge foncé. Rouge foncé. Ouais, donc là, on peut pas plus donc boire ça veut dire que cette eau qui est complètement une pollution chimique, en fait, qui est polluée, c'est un gros polluant chimique, ça s'infile dans notre corps. Et qu'est-ce que d'après ça les peut études déclencher? scientifiques, ça réduit aujourd'hui, j'ai encore lu dernièrement des études, ça réduit de 10 ans la durée de vie de l'individu. C'est quand même pas rien. Donc ça va produire des maladies. Bon, on ne va pas être là pour faire peur, mais tout ce sujet de l'eau potable est un vrai sujet. Donc là aussi, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est la gestion de l'eau. Alors, je comprends que sur certains territoires urbains, il faille structurer avec des grosses compagnies qui gèrent l'eau parce qu'il y a une vraie problématique. Et je regardais dernièrement les C'est pas sorcier sur l'eau qui étaient très bien faits à l'époque où on avait, ils expliquent bien le cheminement. L'émission qui est sur M6, je crois, c'est ça? C'était France 2, je crois, qui était vraiment très didactique pour les enfants. Ils expliquent bien le cheminement de l'eau. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai travaillé sur des stations d'eau potable pour Paris. Il y a une grosse production, donc là, on est obligé d'avoir des sociétés structurées qui gèrent ça. Par contre, sur d'autres territoires, notamment des territoires ruraux, comme par exemple ici, les communes se gèrent relativement bien, en tout cas de ce que j'ai pu voir, sur le suivi de l'eau, sur le suivi de la qualité. Il n'y a parfois pas d'injection de chlore parce qu'il n'y a pas besoin. Tout à fait, chez nous aussi, dans notre vallée, c'est assez naturel. Là, il y a une loi qui est passée et qui va obliger toutes ces communes en 2026 à passer sous la direction de l'eau de la communauté de communes qui va donner le service de l'eau à des sociétés privées. Donc pour moi, c'est dangereux parce qu'il y a une perte de la propriété de l'eau. Et donc ces sociétés ont clairement annoncé partout qu'ils voulaient contrôler l'eau mondiale. L'eau appartient à tout le monde. L'eau, c'est un bien universel et c'est, je crois, le bien le plus universel possible. C'est le sang de la terre et elle appartient à tout le monde. Et quand on voit les peuples premiers, je me rappelle d'une visite d'éco-guises dans la Drôme, qui en se promenant dans la forêt tombe devant une source qui était clôturée. Mais il y avait une clôture tout autour. Mais ils disent, mais c'est pas possible, mais pourquoi? On emprisonne l'eau. On emprisonne l'eau, mais vous n'avez pas le droit. Les animaux, comment ils font pour boire? Voilà, on a vu le chien dans la vidéo qui boit dans le bassin. Les animaux ont le droit de venir dans l'eau quand ils veulent. Et l'homme, n'importe quel humain, a le droit de venir avec sa cruche prendre de l'eau n'importe où. Et mais personne déjà, ne rien peut que prendre le l'eau. fait, j'entends ce que tu dis, et c'est vrai que c'est rien que ça, c'est une anecdote qui veut tout dire en fait. Ouais. On pourrait s'arrêter là. C'est clair. Ouais. Mais je trouve que ça fait plus de 50 ans qu'il y a une privatisation sur l'eau. Ouais. Toutes ces industries comme Nestlé, comme Evian, déjà rien que de vendre l'eau, rien que ça. Ouais, de vendre l'eau, effectivement. Et surtout, la dernière fois, je sais plus, j'ai pris l'avion, j'avais très soif, donc je suis allée boire aux toilettes parce que j'ai vu qu'ils vendaient l'eau d'Evian, une petite bouteille de 50 centilitres, 4,50 €. Ouais. Je me suis dit, tu demandes un verre d'eau aujourd'hui, on te dit non madame, c'est payant. Je me dis jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on va aller jusqu'à, tu sais, il y avait un petit film d'animation qui s'appelait le petit scarabée. Non mais tiens, c'est quand même un scarabée doré. Hein. Ben oui. C'est le symbole de synchronicité. Hein. Donc on y est là. C'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est un cadeau. Merci hein. Petit scarabée. Je disais que donc cette récupération de l'eau, cette mainmise sur l'eau, elle existe depuis 50 ans. Qu'on vend de l'eau, on se dit aujourd'hui, ça paraît normal, alors que dès le départ, on aurait dû dire non. Oui. Pourquoi vous vendez l'eau? C'est gratuit l'eau. C'est la création qui a créé l'eau. C'est gratuit, c'est un bien universel. Voilà, on se dit jusqu'où ça va aller. Est-ce que peut-être la prochaine fois, on va nous vendre dans des petites canettes de l'air, tu vois? Oui, c'est clair. Mais voilà, donc c'est vrai que remettre l'eau au centre des priorités et de la vie et chez soi, c'est quand même aussi une solution. Parle-nous un petit peu de l'avancée de Veolia justement sur cette mainmise sur l'eau en 2026. Alors, il y a certains industriels, bon, il n'y a pas que Veolia non plus, tout à fait. Il y a Lyonnaise et autres, il y en a beaucoup, qui font, comme je l'ai dit, là où il faut mesurer les propos, c'est qu'ils font un travail remarquable de gestion de l'eau dans certains territoires où il y a besoin, dans des territoires même, dans certains pays où il y a besoin vraiment qu'il y ait un travail sur l'eau, et ça, encore une fois, l'émission C'est pas sorcier le montre vraiment bien. Sans ces sociétés-là, on n'aurait pas d'eau potable du tout. Aussi, donc non, il faut admettre ça. Par contre, il y a aujourd'hui à remettre un équilibre. Je crois que c'est vraiment
la chose qu'il faut faire, c'est cette conscience de l'eau et remettre l'équilibre. Il n'y a pas à fustiger ces sociétés parce qu'ils font leur travail et c'est très bien, mais il n'y a pas non plus à les laisser prendre le contrôle de l'eau et ça, c'est pas du tout acceptable. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'il y ait des discussions qu'il n'y a pas eu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une imposition. C'est un contrôle, une mainmise. C'est une mainmise sur l'eau. Donc ça, aujourd'hui, c'est pas acceptable. L'eau nous appartient et elle appartient à aucune société privée. Ça, c'est clair. Et pourtant, bon. Ouais. Et donc là, autour de 2026, donc tu nous parlais des communes en fait qui allaient être gérées, donc les petites communes, même dans les petits foyers ruraux, etc., qui allaient être gérées donc par les grands porteurs. Les petites communes sont obligées à partir de 2026 de transmettre la gestion de l'eau à une structure au-dessus, on va dire, c'est notamment les communautés de communes qui vont gérer l'eau et vont mettre en place tous les systèmes pour la gérer. Mais c'est quand même... moi, ça me touche beaucoup parce que dans ces petites communes, il y avait toute une organisation autour de l'eau, il y avait des personnes qui connaissaient les gens du territoire, ce qu'on appelle les paysans. Les paysans, ils connaissent les sources, ils connaissent... où était la source, comment ça fonctionnait, même les canalisations, à partir de quelle époque elles avaient été mises. Tout à fait. Et ben, on va les déposséder de ça pour le mettre entre les mains de personnes qui ne connaissent pas le territoire, qui vont venir quand on les appellera, peut-être 48 heures après, quand il y aura une fuite. Alors que là, moi j'ai remarqué, sur mon territoire, il y a eu une fuite, il y a un maçon, un plombier qui sont venus, en une journée, c'était réglé. On nous coupe un petit peu de tout ça pour être géré par des multinationales, en fait. C'est ça, ouais. Et ça, c'est un petit peu Mais difficile c'est pas acceptable. Voilà, je pense que... Mais là, il y a des collectifs qui se créent aussi par rapport à l'eau, l'eau pour tous notamment. Et je pense que c'est intéressant, même pour les gens qui habitent en ville, de se rallier aussi à ces collectifs, de voir ce qui se passe vraiment, la face cachée un petit peu de l'eau. Parce qu'en ville, je pense qu'il y a des solutions aussi. C'est aussi, à plus grande échelle, c'est avoir conscience de l'eau aussi en ville. C'est pour ça que je trouve regrettable la manière dont a été gérée la Seine à Paris, on pourrait faire autrement. Et gérer l'eau d'une manière globale. C'est nous ce qu'on propose aussi avec Holistic, d'avoir une gestion globale de l'eau sur un quartier, d'avoir des recyclages quasiment. On est capable de recycler l'eau à 100% sur un immeuble ou sur un quartier. Sur un quartier de combien d'habitants par exemple? Sur un quartier de 1000 habitants. 1000 habitants, on est capable d'avoir des stockages d'eau. On prend l'eau de pluie, on la recycle, on la redynamise comme ce bassin et on est capable de la rendre... En fait, comme quoi il faudrait tout inverser. Il faudrait revenir à quelque chose à l'échelle humaine en fait, comme dans les petits villages. L'échelle humaine et puis c'est la conscience du vivant, c'est-à-dire que aujourd'hui on fait une ville où on entasse les gens pour habiter dans des boîtes et après on va mettre quelques arbres et quelques cours d'eau pour dire on fait genre. Oui, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire les rues. on est venu coloniser la nature. Là on est des colons comme l'homme a été sur des territoires outre-mer, etc. Là on colonise la nature, on se met là, on tue toute la nature, après on est étonné que ça ne marche plus et on veut la faire revenir. La nature, à un moment donné, elle dira stop, hein, c'est bon, mais là... Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Et justement, comment se réapproprier en fait ce savoir sur l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire chez soi, même pour les gens qui vivent en appartement, pour se réconcilier avec cette eau et surtout pour boire de l'eau, j'allais dire naturelle et vivante. Alors, déjà, je pense que c'est, de manière très très large, on va revenir un plus petit, c'est une vision globale. Moi, c'est ce que j'appelle la vision intégrative. Donc on le voit en médecine, on réintègre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, des médecins diplômés, j'en connais plusieurs qui sont passés par des études de médecine et qui passent aujourd'hui à une vision intégrative. Donc l'eau en fait partie de manière assez forte. Après, de manière très pragmatique, l'eau du robinet en ville, elle est d'une part polluée par des éléments chimiques. Donc c'est le chlore le premier, dont on a besoin pour désinfecter, mais il est trop présent. Ensuite, on a des métaux lourds et on a surtout les médicaments. Donc tout ce que les gens ingèrent et qui vont lâcher dans les toilettes, ça se retrouve dans les stations d'épuration, donc ça se retrouve dans l'eau et c'est quelque chose qu'on va ingérer après. Donc là, on a une première manière de le faire, c'est de filtrer ces éléments-là. Donc il y a des filtres à charbon, il y a de l'osmose inverse, il y a différents types de filtration qui permettent de retirer ces éléments. Mais pour autant, l'eau à ce moment-là, elle n'a pas retrouvé sa pureté originelle. La pureté originelle de l'eau, c'est une eau qui est informée par le cosmos et par la pureté originelle. Et pour ça, le seul moyen, c'est de créer un vortex. Donc le vortex, comme on a vu dans la piscine,
Le vortex, il peut être créé de manière très très simple, il n'y a pas besoin d'avoir une machine. C'est une baguette en bois, type baguette chinoise dans un verre, on fait tourner et on crée le vortex et l'eau, on lui redonne son information originelle. Ça peut être aussi de faire tourner le verre. Donc on le voit, par exemple, le professeur Marc-Henri, que je suis beaucoup parce qu'il fait énormément de choses sur la vibration de l'eau, ben, c'est quelque chose de basique. Dès qu'on le voit, il fait tourner son verre. Même dans une bouteille en verre, il y a un bon petit mouvement. Voilà, moi, j'avais rencontré aussi à l'époque Jacques Antonin et Jacques Collin aussi, qui a beaucoup travaillé sur... D'ailleurs, il a fait un bouquin qui s'appelle... alors attendez, c'était Au-delà de l'eau. Oui, Au-delà de l'eau. Au-delà de l'eau. Au-delà de l'eau. Et je vous invite vraiment à le lire parce que on apprend beaucoup de choses sur cet élément vital. Ouais. Donc oui, chez soi, il y a ces fameux vortex. Éviter peut-être les bouteilles en plastique aussi. Éviter les bouteilles en plastique qui portent aussi des polluants. Donc plutôt, mais il faut savoir d'ailleurs que l'eau du robinet traitée par les manières dont on vient d'évoquer est meilleure qu'une eau en bouteille qui est stockée dans du verre. On ne sait pas ce qu'il y a dedans aussi dans la chaîne de fabrication. Donc la bouteille en plastique, elle a transporté l'eau, elle est stockée X temps, ça coûte cher. C'est une nuisance pour l'environnement parce que les bouteilles en plastique, il faut les recycler. Enfin, il y a toute une chaîne. Là aussi, on revient à la vision intégrative. C'est la conscience de qu'est-ce que cette eau dans mon verre, par où elle est passée. Dans mon corps. Qu'est-ce que je mets dans mon corps après, c'est exactement ça. Tout à fait. Et j'ai un ami aussi qui a des cruches de Marcel Violet. C'est des cruches en fait qui reproduisent l'effet d'orage. Donc en fait ça fait des flashs lumineux dans des cruches en terre cuite et ça reproduit l'eau d'orage. Donc là, comme tu disais tout à l'heure, pour ce bassin, au niveau des molécules, c'est une eau épaisse. Là pareil, quand on boit cette eau, en fait, il y a vraiment l'épaisseur de l'eau. Bon, on sent vraiment ça, on pourrait faire une dégustation. D'ailleurs, je voulais faire un événement avec des goûteurs d'eau parce que l'eau, vraiment, elle n'a pas le même goût. Moi, je vois une eau qui est dynamisée, que je passe un vortex ou même je mets des messages. Il y a tout le travail aussi de Masaru Emoto sur l'eau. Clairement, moi, je vois que l'eau change de goût à partir du moment où je la mets dans un environnement où elle a un message d'amour. Et le goût n'est plus le même et sa texture n'est pas la même non plus. D'accord. Nous sommes eau à 98%, un peu plus pour les hommes apparemment. Il faut bien qu'on ait quelque chose. Quel message tu aurais envie de donner? Ce qui me vient, c'est l'amour. En fait, pour moi, l'eau, c'est la messagère de l'amour. Et elle nous dit, en gros, aimez-vous les uns les autres, ou alors aimez votre prochain comme vous-même. Et je pense que voilà, quand on est avec l'eau, on est dans l'amour. Et à ce moment-là, on peut rayonner cet amour. Ça va paraître peut-être perché ce que tu dis, mais on s'en fout parce que l'amour, on en a besoin aujourd'hui en ces temps très sombres. Donc je crois qu'il n'y a que ça qui va pouvoir nous sauver. Merci Emmanuel. Merci Laurent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un petit message de fin? Bon, c'est un super moment, donc voilà, je suis très content qu'on ait pu parler de l'eau aujourd'hui parce que par les temps qui courent, c'est urgent et indispensable. Bon, merci à toi, merci pour cet environnement, merci pour cet éloge au vivant et à bientôt avec Citizen Light. Voilà, donc c'est des reportages 100% citoyens. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à aller faire des reportages autour de chez vous avec des personnes qui ont envie de créer des choses innovantes. Merci, à bientôt. Donc nous sommes l'eau, exactement. D'ailleurs à ce sujet, juste une petite anecdote, je me souviens de Pierre Rabhi avec qui j'ai travaillé auprès du mouvement des femmes semencières. Il y a une dame un jour qui a tapé à sa porte et qui lui a dit bonjour monsieur, je viens faire une enquête sur l'eau. Et lui, il lui a répondu de façon très sympathique, donc vous enquêtez sur vous-même alors. Exactement. Donc je trouvais ça assez rigolo. Mais nous sommes l'eau, c'est assez bluffant. Aujourd'hui, on le démontre par des scientifiques, donc c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a un rapprochement entre des mondes qui étaient un peu des mondes invisibles.